Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour à tous, c'est l'heure de votre Trends Bourse, un décryptage de l'actualité des marchés. On évoquera cette semaine la divergence de plus en plus marquée entre l'Europe et les États-Unis au sujet de la politique sur les taux. On parlera aussi de la méfiance grandissante autour des actifs américains, les opportunités à saisir évidemment. Et d'ailleurs, on va revenir sur les prévisions estivales qui ont été publiées le week-end dernier par nos confrères de l'Écho. Tout ceci évidemment avec Guy Legrand. Bonjour Guy. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Alors c'est vrai que la saga autour des taux nous tient en haleine depuis un petit moment maintenant. Et dans le dernier épisode, on notera quand même qu'on assiste de plus en plus à un éloignement entre les États-Unis et l'Europe. Il semble quand même plus tout à fait sur la même longueur d'onde en ce qui concerne cette politique des taux. Mais non, vraiment, l'écart se creuse effectivement d'une certaine manière. Pour rappel, la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux d'0,25% encore le 5 juin. On revient à 2% de taux de base. Après 8 baisses en un an, on vient de 4, on passe à 2. Et ceci pour quelle raison ? Très simplement, on n'a plus vraiment peur de l'inflation de ce côté-ci de l'Atlantique. L'objectif de 2% attendu pour 2025 est conforme à la politique, à la volonté de la Banque centrale. Et d'ailleurs, en mai, on est arrivé à 1,9%. On est en dessous, tout va très bien. La France est en dessous de 1%, soit dit en passant. Et ceci grâce notamment à l'énergie. Alors là, évidemment, on pourrait mettre un petit bémol. Le pétrole vient de grimper pas mal, mais bon, ça, on peut peut-être y revenir. Mais bon, là, il y a un petit bémol, c'est vrai. Mais enfin, pour l'instant, en principe, jusqu'à présent, l'Europe est très calme et très tranquille, n'a pas peur. Pas la même ambiance du côté des États-Unis. Mais non, tout à fait différent. Le 19 juin, donc la semaine dernière, la Fédérale Réserve a laissé ses taux inchangés. On est à 4,25, 4,50. Plus du double de l'euro, soit dit en passant. Ce qui est quand même considérable. On a rarement vu des écarts de cette ampleur. Inchangés aux grandes dames de M. Trump, évidemment, qui qualifie Jérôme Powell, le patron de la Fed, de monsieur trop tard. Enfin, ça, c'est quand il est poli. En temps normal, il le qualifie autrement. Et pourquoi ce maintien ? Parce que là, on n'a plus toujours un peu peur de l'inflation. On nourrit des craintes sur cette inflation à venir. Les estimations portent maintenant sur 3% pour cette année-ci, à 3% contre 2,4% aujourd'hui, et même le core, l'inflation de base est à 2,8%. Donc on attend une hausse de l'inflation aux États-Unis. C'est assez différent. Et ceci, malgré une croissance de 1,4% à peine. Alors, c'est plus qu'en Europe. Enfin, pour les États-Unis, c'est pas énorme. Donc, inflation qui monte dans ce contexte-là, à cause des tarifs douaniers, etc. Donc, l'ambiance n'est pas folichonne aux États-Unis. Et deux choses sont à relever. La Fed elle-même, la Banque centrale prévoit quand même 2 baisses de taux en 2025. On dit, ah bon, quand même. Oui, mais à la dernière réunion, ils étaient 7 sur 19 à s'opposer à la baisse des taux cette année, contre 4 la réunion suivante. Ouais. Donc, visiblement, la Fed, en fait, a plutôt durci sa position. Oui, la baisse des taux aux États-Unis, ce ne sera pas considérable cette année-ci. Et, ce qui est à relever, c'est qu'en dépit de cette forte différence de taux à court terme, mais qui est vrai aussi à long terme, l'obligation 10 ans 4,4 États-Unis, le Bund en Allemagne 2,5, énorme différence aussi. En dépit de ça, le dollar est faible, donc on l'a déjà dit, mais on le répète parce que c'est vraiment énorme en ce moment. Il y a une défiance énorme à l'égard des États-Unis, de Donald Trump, des obligations américaines et du dollar carrément. On observe actuellement un peu partout dans le monde des achats de valeurs européennes plutôt qu'américaines. C'est un très gros changement par rapport à ces dernières années. Alors c'est vrai qu'on se dit aussi que la politique des taux, elle impacte nos comptes d'épargne aussi d'une certaine façon. On a là des taux qui sont vraiment à la baisse et ça n'arrête pas de baisser. Je pense que je reçois des notifications presque tous les jours d'une nouvelle baisse des taux de mes comptes épargne déjà bien légers. Ça veut dire que l'air de rien, il y a là aussi moyen finalement de détourner ces comptes épargne pour s'intéresser à des actifs qui eux finalement sont plus valorisés grâce à ça en fait. Mais oui, non, tout à fait. Disons que cette baisse des taux qui pénalise l'épargnant, qu'on
on a coutume de le dire dans les médias, mais en réalité, voilà, autant il y a une grande incertitude sur le prix du pétrole, autant il y a aujourd'hui une grande certitude sur le fait que la rémunération des carnets de dépôt va rester très maigre, risque de s'amoindrir encore un peu plus éventuellement. On a déjà baissé 3 fois depuis le début de l'année, rappelons-le, au niveau des grandes banques. Mais donc voilà, comme vous le dites, oui, les actifs financiers tels que les actions, mais aussi l'immobilier, gagnent en attrait de ce fait-là. Donc ça n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour tout le monde, loin de là. Alors, autre petit événement dans l'actualité sur lequel ce serait quand même bien de revenir, ça peut paraître anecdotique, mais c'est le transfert de Luca De Meo qui a quand même créé des petites vagues en bourse. Mais oui, en 2 mots, c'est quand même assez cocasse, on va dire, c'est un peu l'anecdote de la semaine, enfin de la semaine passée. Luca De Meo qui a redressé Renault assez brillamment, au point qu'on a été le chercher de chez Kering, groupe de luxe, très mal en point, hein, c'est l'ancien Pinot Printemps Redoute, c'est Gucci notamment, Kering qui est en baisse de 24% quand même sur un an. Renault de 18 d'ailleurs, ce sont l'aveugle et le paralytique comme on dit. Mais donc Kering a vu quand même son cours de bourse grimper un peu quand on a appris que Luca De Meo allait rejoindre le groupe, plus 3,7%. Bon, c'est sympathique sans plus. Par contre, le cours de Renault la semaine dernière a baissé de 10%. Donc, la nouvelle a été moins bien prise de ce côté-là. Ah, ça, c'est une catastrophe pour Renault. Ça veut dire qu'il y a 1 milliard de capitalisation qui a disparu. À mon avis, ce cher monsieur De Meo, quand on voit l'évolution du cours de Renault, a de bons arguments pour demander une rémunération, je dirais, assez confortable. Au minimum confortable. Alors, tant qu'on parle d'actifs précis, vous l'aurez peut-être constaté, vous l'aurez peut-être lu d'ailleurs, l'Écho a publié le week-end dernier ses prévisions estivales. Quels sont les actifs sur lesquels il faut être attentif? Il y en a plusieurs qui sont ressortis. On va pointer Sofina, DEME, D'Ieteren pour commencer. Commençons peut-être avec Sofina. Guy, vous en pensez quoi? Mais Sofina, pour nous, est digne d'achat. Alors, Sofina, faut-il le rappeler, a de gros engagements sur les pays émergents et de le private equity. C'est la valeur phare de la bourse de Bruxelles à ce niveau-là. Et ils ont été dans l'actualité encore la semaine dernière d'ailleurs, puisqu'on a signalé qu'ils pourraient vendre leur participation dans Cognita, qui est un groupe d'écoles privées en Inde. C'est très typique de Sofina d'ailleurs. Ce groupe a beaucoup investi dans des entreprises de ce genre, avec de bonnes nouvelles et parfois de mauvaises nouvelles, parce que, bon, ça c'est une bonne nouvelle, ça pourrait leur apporter plusieurs centaines de millions. Enfin, on se souvient aussi que c'est précisément une entreprise de ce genre qui avait causé de gros dégâts dans leur portefeuille, quand le président chinois, en 2021, a dit « c'est un peu un scandale, ça c'est des écoles privées, c'est de l'élitisme, c'est indigne de la Chine, il faut... » bon, etc. etc. Il y avait eu un crash sur ces valeurs en Chine et des petits crashs aussi en Europe pour ceux qui étaient fort investis là-dedans, dont Sofina, au point que... Je vais quand même citer les chiffres parce que c'est un peu consternant. Le maximum du cours de Sofina en 2021, c'était 437 €. Le minimum du cours de Sofina en 2022, 168. C'est un effondrement de, j'arrondis, 60%. Donc, Sofina est une entreprise remarquable, qui a des participations vraiment très sympathiques. C'est le meilleur moyen d'être dans les pays émergents et le private equity. Mais bon, ce n'est pas non plus toujours gagné d'avance. Moins 60%, c'est monstrueux. Alors pourquoi à l'achat? Mais voilà, la raison en fait, c'est que, parce qu'il faut toujours voir un petit peu pour des entreprises de ce genre qui publient leurs valeurs économiques nettes, voir où en est le cours. En 2021, l'action Sofina était surévaluée de l'ordre de 30%. Okay. Aujourd'hui, elle est sous-évaluée de 30% à peu près. Donc voilà. C'est une opportunité. C'est une opportunité à moins 30%. Pas de souci de ce côté-là. Alors, on parle également de DEME dans ces prévisions estivales. Quelles sont les nouvelles chez DEME? Je dis tout de suite que pour nous, DEME est à conserver et non pas à l'achat, contrairement donc au panel des gens interrogés par nos confrères de l'Écho. DEME, donc, qui est un géant mondial du dragage, hein, au même titre que de Nul ici, ou Boskalis aux Pays-Bas, a eu un passage à vide important, hein, DEME, on s'en souvient, mais l'entreprise s'est bien redressée, le chiffre d'affaires a grimpé de 57
54% entre 2022 et 2024, génial. Mais il y a un bémol quand même, et c'est pour ça que nous ne sommes pas vraiment à l'achat, c'est que autant le dragage classique se porte bien, dragage classique ce sont des chenaux d'accès, mais c'est aussi l'allongement de digues, donc encore en draguant la mer pour aller chercher de la matière première, du sable notamment. Autant l'éolien offshore, là, par contre, est un peu moins bien pris ces derniers temps. Les valeurs vertes, c'est plus tout à fait ça. Et il y a un peu des pannes de financement. États-Unis, ce cher Donald a dit non, c'est terminé. Alors qu'on avait quand même quelques espoirs de ce côté-là. D'ailleurs, le cours de DME a quand même baissé de 18% en un an. Il est de l'ordre de 130 maintenant, on l'a vu à 170. Alors que le Belvin, sur un an, a fait plus 12%. Alors, visiblement, DME est un peu mal à contre-courant, on l'aime pas trop. Et on se dit, nous, qu'il faudrait quand même, pour se dire, hop, à ce niveau-là, j'achète, il faudrait apercevoir un catalyseur que l'on n'aperçoit pas pour l'instant. Ok, donc sur DME, petite divergence par rapport à ces prévisions estivales, du côté de D'Ieteren. Mais D'Ieteren est une entreprise qui a connu, on s'en souvient, un chamboulement considérable l'an dernier au niveau de l'actionnariat. Et pour que la famille qui restait puisse acheter les actions de la famille qui s'en allait, ils ont décidé un super dividende, 71 € brut, ce qui est évidemment colossal comme dividende, même comme super dividende exceptionnel. Alors, deux choses. D'une part, on n'a pas de souci, la direction signale qu'elle voit l'avenir de manière assez tranquille, le bénéfice devrait augmenter de 5% par an, ok. Oui, enfin, 5% par an, c'est pas non plus le Pérou, parce que ce bénéfice a plus que doublé entre 2021 et 2024. Donc il y a quand même un changement de rythme, il faudrait peut-être pas trop se laisser hypnotiser par D'Ieteren. Et alors, la direction dit aussi, ce flux de trésorerie nous permettra de rembourser les dettes. Oui, il faut rappeler que ce super dividende a été payé par la filiale Benron qui s'est monstrueusement endettée. Elle s'est endettée de 8 milliards l'an dernier, dont 4 pour payer ce super dividende à D'Ieteren qui le payait à ses actionnaires. D'Ieteren a encaissé plus de 2 milliards à ce niveau-là. Alors, j'avoue que personnellement, je suis un peu moins enthousiaste que la ligne du parti de Trendsbourse. Je suis pas sûr d'être à l'achat à tout prix. Prudence s'impose. Oui, parce que le rapport coût-bénéfice de 13 n'est pas monstrueux, c'est correct. Mais enfin, plus 5% par an, c'est pas fabuleux. Donc non, je dirais que D'Ieteren est une bonne valeur. Il faut certainement pas la vendre. Bon, enfin, je suis pas sûr qu'il faille se ruer dessus à titre personnel. Voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas lu ces prévisions estivales de l'Écho, c'est un panel d'experts et d'analystes qui ont finalement fait une sélection, qui ont répondu à une sorte de sondage aussi. Et on a quand même de là quelque chose qui ressort, c'est Biotalis. Oui, ça c'est notre choix, Biotalis. Ça, on s'est un peu distingué des autres, on n'a pas pris des grosses valeurs de base. Ça c'est le choix de Trendsbourse. Mais non, c'est une société une action assez volatile, c'est spéculatif. Bon, j'y reviendrai. Alors, Biotalis, qui est basé à Gand, fait quoi ? C'est une entreprise effectivement très intéressante dans la mesure où elle produit des phytosanitaires, pour ne pas dire des fongicides, mais biologiques, sur la base d'ailleurs des protéines tirées des anticorps de lama. C'est très étonnant, enfin, voilà. Okay. S'ils ont trouvé ça, c'est génial, tant mieux pour eux. Il fallait penser, il fallait trouver. À mon avis, ils ont fait plus qu'ils pensaient, ils se sont dit, enfin, ils ont bien vérifié. Non, c'est assez extraordinaire, il faut bien le dire. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime bien Biotalis en ce moment ? Parce qu'on attend quand même, avec impatience d'ailleurs, l'autorisation de mise sur le marché américain, qui est un marché très très important, faut-il le dire, pour tout le monde, au niveau mondial, de leur produit phare, qui est l'Evoca, qui est le produit le plus avancé. Il y en a d'autres d'ailleurs, il y a le Biofun 6 déjà. L'Evoca est le premier de 6 ou bientôt 7 produits qu'ils ont mis au point pour protéger les récoltes. Donc ce sont des fongicides biologiques pour lutter contre les insectes qui détruisent les récoltes. Et alors ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est un accord, au mois de mai, le mois dernier, un accord avec Agrofresh, entreprise américaine basée à Philadelphie, qui est active dans la protection des produits frais après récolte. Alors,
Biotalis vient compléter la palette d'Agrofresh, qui est un groupe important, présent dans un tas d'endroits du monde. C'est un partenaire assez remarquable pour Biotalis. Ça pourrait lui ouvrir des portes, de très très grandes portes un peu partout. Donc ça, on estime que c'est quand même très très important, que ça aussi, ça crédibilise Biotalis. Si Agrofresh s'allie avec eux, c'est qu'ils y croient quand même. Le catalyseur qu'il manque à Deezeron, en fait. Voilà, et qui manque à d'aimer, donc c'est un bon catalyseur, enfin il y en a plusieurs finalement. Alors, on pourrait se dire, oui, est-ce que c'est pas trop tard ? Le cours a grimpé de 50% déjà en un an, c'est vrai. Mais enfin, ce cours a triplé, même depuis son plus bas de 2023. Oui, mais on n'est toujours qu'à la moitié du niveau de départ, disons, de 2021. Et à l'époque, on y croyait beaucoup, mais enfin, il n'y avait pas encore grand-chose de concret. Il y a beaucoup de concret maintenant, donc on peut continuer à y croire, et nous estimons qu'il n'est absolument pas trop tard pour acheter Biotalis, étant entendu que c'est une valeur quand même spéculative, évidemment. Ils sont très prometteurs, mais enfin, ils sont surtout prometteurs aujourd'hui. Voilà donc pour le choix de la rédaction de Trends Bourse. Et pour faire un petit rappel, chez Deezeron, on appelle à la prudence. Chez Démé, du coup, on conserve, mais on ne se rue pas dessus. Et chez Sofina, pourquoi pas, il y a un potentiel derrière. Quelles leçons on peut tirer de tout ça cette semaine, Guy ? Mais des leçons, je dirais que, ne jamais oublier qu'une action qu'il y a des actions relativement sécurisantes et d'autres spéculatives, donc il faut toujours le rappeler, Biotalis est spéculatif, mais rappeler aussi, et ça c'est l'exemple de Sofina, que même des valeurs éblouissantes et a priori relativement calmes, avec un beau parcours, peuvent connaître un gros accident de parcours. Sofina, pour rappel, moins 60% en un an, c'était quand même une chute monstrueuse, donc le message est toujours le même, ne pas oublier ça signifie qu'il faut toujours bien se diversifier, ne pas tomber amoureux de quelques valeurs. Non, il en faut au moins une dizaine, aussi pas une quinzaine, si on a un portefeuille à titre personnel. Et l'étiquette sécurisante ne doit pas nous éblouir, en fait. Absolument pas. Eh bien, merci beaucoup, Guy, pour toute cette analyse et ce décryptage. On se retrouve dans 15 jours. Avec grand plaisir. Pour bien entamer l'été ensemble pour une nouvelle analyse de l'humeur des marchés. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour et bienvenue, je suis Vincent Juvens, Chief Investment Strategist chez ING. Je vous remercie d'écouter ce podcast. Alors cette semaine, nous allons revenir sur le sommet de l'OTAN qui s'est tenu à La Haye le 24 juin et sur ses implications pour les investisseurs. Petit rappel, en 2014, dans un contexte marqué par l'annexion de la Crimée et l'instabilité au Moyen-Orient, les pays membres de l'OTAN s'étaient engagés à consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Pourtant, seuls quelques pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont atteint cet objectif, tandis que la majorité des membres sont restés entre 1 et 1,5% du PIB. En 2025, sous la pression des États-Unis et face au conflit en Ukraine et au Moyen-Orient, tous les alliés devraient cependant enfin atteindre, voire dépasser, ce seuil de 2%. C'est un tournant majeur quand on sait qu'en 2014, seuls 3 pays respectaient cet engagement. Mais aujourd'hui, ce seuil de 2% est jugé insuffisant. Les membres de l'OTAN viennent donc de s'accorder sur un nouvel objectif de 5% du PIB. Alors une décision qui était attendue par les marchés, où les valeurs liées à la défense ont fortement progressé ces derniers mois, notamment en Europe, où le secteur a doublé depuis le début de l'année. Ainsi, malgré ces perspectives favorables, il faut noter que ces attentes sont déjà largement intégrées dans les cours. Le secteur de la défense européenne se négocie actuellement avec un ratio cours-bénéfice de 43, soit plus du double de la moyenne du marché. Cependant, pas trop tard pour investir dans cette thématique, mais il est essentiel de comprendre que l'augmentation des dépenses de défense ne concerne pas uniquement les armes, elle touche aussi la recherche, le développement, la cybersécurité et plus largement la technologie. Aux États-Unis, par exemple, 17% du budget de la défense est consacré à ces domaines. Chez ING Investment Office, nous pensons ainsi qu'il est plus judicieux de profiter de cette dynamique via une exposition au secteur technologique plutôt qu'au secteur de la défense, devenu trop cher. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau point d'actualité économique et financière. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.